You're nothing, Chancellor. I want people to be afraid of how much they love me. Bears Ouais, eats c'est pas faux. Battlestar Galactica. C'est bon, Loulou? Cool. The danger. I am the one who knocks. That's what she said. That I may be the voice of my generation. Suit up! Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve la meilleure collègue que j'ai jamais eue, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. On est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de PIC TV qui sera désormais diffusée tous les vendredis. Pour le premier épisode de cette saison, on attaque fort avec la série la plus regardée de Netflix aux US et qui arrive sur la plateforme en France. On veut bien sûr parler de The Office. Alors pourquoi cette série sur le quotidien d'une PME médiocre est-elle devenue culte ? Quelle a été son influence dans le monde de la pop culture ? Est-ce que Jim est un gros connard ? Un débat qui vient déjà d'être lancé pendant 20 minutes avec notre producteur. On en parle dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Alors mon pic, c'est que récemment, j'ai revu Miss Détective. C'est pas un événement très remarquable en soi parce que je revois Miss Détective à peu près tous les 6 mois. C'est un de mes films cultes. Pour resituer, Miss Détective, c'est un film avec Sandra Bullock où elle joue un agent du FBI assez masculine qui se retrouve à devoir être en compétition pour le titre de Miss US parce qu'il y a une menace de terrorisme sur la compétition et c'est absolument génial. Je pense que c'est un chef-d'œuvre féministe, n'ayons pas peur des mots. Et surtout, ça m'a rappelé à quel point Sandra Bullock est un trésor international et un talent comique incroyable. Elle me rappelle d'ailleurs un peu Jennifer Aniston dans le même genre de timing comique et le côté un peu Girl Next Door qui était hyper populaire dans les années 90. Et je me demande d'ailleurs si Jennifer Aniston n'aurait pas eu une meilleure carrière cinématographique si Sandra Bullock n'avait pas déjà existé. Parce que je pense qu'elles étaient en compétition à peu près pour les mêmes rôles et que Sandra Bullock avait déjà une carrière cinématographique à la base. Donc voilà, mais c'est un peu ma déclaration d'amour à Sandra Bullock que j'adore et qui me remplit toujours de joie. Voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est un livre que je suis en train de terminer, que je lis par petits bouts depuis des mois et des mois, qui s'appelle... C'est un gros pavé, ça s'appelle Easy Riders Raging Bull. Et en fait, c'est un livre qui raconte la naissance du nouvel Hollywood dans les années 70, donc qui parle des premiers films de Coppola, de Scorsese, de Peter Bogdanovich. Et en fait, c'est fascinant, c'est vraiment hyper long, donc c'est pour ça que j'en lis petit bout par petit bout, parce que c'est un peu comme regarder un documentaire, j'apprends plein de choses, mais c'est hyper riche, donc j'ai besoin de digérer. Et ce que je trouve fascinant, c'est que déjà, en filigrane, on voit un peu l'histoire du sexisme du cinéma, parce que c'était tous des mecs, les mecs du nouvel Hollywood, et que l'espèce de thème récurrent du livre, c'est à quel point ils étaient odieux avec les femmes, vraiment tous, même Scorsese. Oh non, c'est vrai ? Ouais, sorry. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression aussi de réfléchir en lisant ce livre à... comment on crée une œuvre d'art, en fait. C'est-à-dire que ça va juste au-delà du cinéma. Ça parle vraiment de comment on s'associe avec d'autres partenaires créatifs. Est-ce qu'on les trahit ou pas ? Comment on réconcilie le besoin d'argent avec le besoin de créer une œuvre d'art. C'est comme les podcasts. Exactement. Comment on travaille avec ses amis. Non, mais je trouve que c'est vraiment plein de réflexions très intéressantes. Donc voilà, si vous aimez le cinéma, mais pas que, je vous recommande vraiment de lire Easy Riders Raging Bull. C'est fascinant. On va passer au sujet de la semaine, qui est la série The Office, la série cultissime The Office. La série est actuellement disponible sur Amazon Prime Video, mais elle revient sur Netflix en France le 23 octobre, donc marquez sur vos calendriers si vous n'avez pas Amazon. Marie, The Office, c'est quoi le pitch ? Alors The Office, c'est l'histoire d'une petite compagnie de papier qui s'appelle Dunder Mifflin et qui se retrouve dans une ville qui s'appelle Scranton, en Pennsylvanie. Ce qui caractérise un peu cette compagnie et l'environnement de cette série, disons, c'est un peu la médiocrité de la ville, de la compagnie, du travail qu'ils font puisqu'ils vendent du papier et même des gens qui constituent ce bureau parce qu'il y a personne de particulièrement beau ou brillant ou remarquable. Et le patron, Michael Scott, qui est joué par Steve Carell, est carrément assez irritant et même plus qu'irritant. Il est assez insupportable, quoi. Et il est ce qu'on peut appeler en 2021 problématique. C'est ça, très clairement. Mais de manière charmante. Oui, c'est ça. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est quand même que The Office US, donc c'est la série dont on parle, est une adaptation d'une série britannique, The Office UK, qui en Grande-Bretagne est juste connue sous The Office, qui avait été créée par Ricky Gervais, en fait. Et à la base, c'était Ricky Gervais qui jouait le rôle du patron et qui était encore plus insupportable que le personnage de Steve Carell. Ouais, et plus cruel aussi. Et je pense que ça reflète assez
bien les deux types d'humour, c'est-à-dire que The Office, l'original, The Office UK, a un humour quand même un peu plus cruel, un peu plus cringe et malaisant. All I know is I can type in sex fetish, yeah? Just click on one, random. Dutch girls must be punished for having big boobs. Now, you do not punish someone, Dutch or otherwise, for having big boobs. If anything, they should be rewarded. They should be equal. Et The Office US, surtout les premiers épisodes, sont adaptés quasiment mot pour mot de UK, donc on sent encore cette patte très très méchante qui a ensuite été vraiment radoucie dans The Office US et qui explique aussi peut-être son plus grand succès un peu partout dans le monde parce que c'est un peu plus tolérable aussi comme niveau de cruauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que The Office UK et ensuite cette adaptation ont vraiment lancé une énorme mode dans le monde de la comédie, qui est la tendance justement de la comédie cringe dans les séries. On a pu le voir avec Arrested Development, qui est tellement cringe, donc cringe ça veut dire malaisant, oui, c'est ça. Que moi Arrested Development, j'ai même pas pu le regarder en fait, tellement ça me mettait mal à l'aise. Il y a eu The Comeback avec l'actrice de Friends. Lisa Kudrow, meuf, c'est pas possible, elle a vu 10 saisons de Friends, Lisa Kudrow, Anaïs. Et même aujourd'hui, en fait, avec Schitt's Creek, on voit encore un peu l'héritage de ce genre de comédie où il y a des personnages, beaucoup plus doux, mais c'est des personnages qui mettent un peu tout le monde mal à l'aise. C'est des situations qui traînent un peu en longueur avec des gens qui disent vraiment des choses très inappropriées. Et tout ça, en fait, on peut quasiment le remonter à The Office UK. Oui, The Office UK, vraiment, parce que Arrested Development avait déjà commencé quand The Office US commençait, en fait. Mais l'influence de The Office UK et de l'humour de Ricky Gervais et de Stephen Merchant, parce que c'est les deux, est très, très, très clair dans toutes ces séries et dans toute cette vague qui est apparue après. L'autre influence énorme de The Office, c'est le format du mockumentaire. Ce qu'il faut savoir, alors, c'est que maintenant, c'est très connu dans les séries et on l'a vu beaucoup, mais The Office UK est la première série à faire ce format où c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont suivis par une équipe de documentaristes qui les filment au quotidien et il y a même des moments un peu de confessionnel où ils sont en train de parler à la caméra et de commenter des moments de l'intrigue et les personnages regardent souvent la caméra avec complicité et donc nous regardent nous avec complicité et ça vient en fait, Ricky Gervais en a parlé, il y avait une tendance sur les chaînes britanniques à faire des petits documentaires comme ça, des séries de documentaires, mais des vrais documentaires pour le coup, sur des milieux de travail complètement médiocres justement, c'était une auto-école ou enfin sans jugement de valeur sur ces milieux de travail, mais des milieux de travail qui sont pas passionnants a priori, mais où par exemple ils suivaient les personnages d'une auto-école et ce qui était marrant apparemment c'est que entre la première saison du documentaire et la deuxième, les gens devenaient un petit peu célèbres et on voyait vraiment la différence de comportement qu'ils avaient et ça devenait un peu ridicule parce que il y avait quelque chose un peu de ce qu'on voit maintenant avec les influenceurs beaucoup, cette espèce de quête de la célébrité en fait ils sont très conscients de comment ils apparaissent à l'écran, etc. Exactement. Et le personnage qui est joué par Ricky Gervais dans la version de The Office UK est vraiment basé sur cette idée de vouloir être célèbre parce qu'il est suivi. En fait, son comportement n'est explicable que parce qu'on sait qu'il est suivi par une équipe documentaire parce qu'il est tout le temps dans une espèce de représentation complètement ridicule. Et c'est pareil pour le personnage de Michael Scott, qui est joué par Steve Carell. Greg Daniels, donc le créateur de la série US, a dit qu'il avait donné comme direction à Steve Carell pour jouer le rôle. Imagine-toi qu'il pense que Jennifer Aniston peut regarder le documentaire et qu'il veut la faire rire, quoi, et il veut la séduire à travers ça. Et donc, on comprend les personnages, ces deux personnages, à travers un peu leur désespoir, leur besoin d'attention. Et c'est parce que le format documentaire est là qu'on peut avoir ce développement de personnages. On a pu le voir dans énormément de séries, ce format documentaire, avec plus ou moins l'interaction avec les caméramans, puisqu'il y a carrément une aventure entre un des personnages de la série et un des documentaristes. Mais par exemple, Parks and Recreation ou même Modern Family, qui est une des plus anciennes, ou plus récemment Trial and Error, c'est que des séries qui s'inspirent de ce format documentaire et qui parodient encore une fois le fait qu'il y ait des équipes qui les suivent partout. Parks and Rec, par exemple, ils ont assez rapidement abandonné les interactions directes avec les membres de l'équipe, alors qu'au début, ils disaient vraiment « suivez-moi, je vais vous montrer ça », etc. À la fin, ils le font plus trop. Alors que The Office, jusqu'au bout, ils ont vraiment gardé un truc très méta, où même on voit la sortie du documentaire et quel effet ça a sur les personnages, etc. The Office, c'est vraiment justifié dans la façon dont les personnages sont écrits, alors qu'après, dans les autres exemples de documentaires qu'on a, par exemple Modern Family ou Parks and Rec,
Là, les personnages ne se comportent pas d'une façon différente à cause de la caméra. Donc, le format documentaire est un peu plus accessoire et superficiel. C'est-à-dire que c'est vraiment pour un peu reproduire la patte d'une série qui a très bien marché, quoi. On le sent dans la réalisation, en fait. C'est-à-dire que c'est des caméras qui sont un peu en mouvement. Donc, ça donne un côté un peu fait maison qui rajoute beaucoup aux situations comiques. Et c'est pour ça que ça marche bien. Mais c'est vrai que même, par exemple, dans Schitt's Creek, le style de réalisation est assez similaire. Mais il n'y a pas d'interview face caméra. Mais en fait, dans la manière dont c'est filmé, ça rappelle The Office ou Parks and Rec. Oui, parce que c'était un peu une réaction extrême au sitcom qui était très policé avec plusieurs caméras et avec une audience qui riait. Alors que là, c'est beaucoup plus réaliste, du coup. Et c'est ce réalisme qui, après, a été vachement récupéré dans les nouvelles séries parce qu'on tolère beaucoup moins, justement, la patte des sitcoms traditionnels. Ouais, avec les réenregistrés et tout ça. Bon, Marie, je pense que c'est très important de savoir quel personnage de The Office tu es. Écoute, quand j'ai vu ça dans le conducteur, je me suis dit, je ne suis aucun personnage de The Office. Ils sont tous ridicules et médiocres et je ne me perçois pas comme ça. Alors que moi, je me suis dit, je les suis tous. Non, mais en vrai, en y pensant, je me suis dit, il y a deux personnages qui sont un peu les straight guys de l'action, c'est-à-dire Pam et Jim sont un peu les personnages normaux qui observent le reste de l'action d'un point de vue un peu genre, qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Je pense que j'ai un peu de Pam, mais je pense aussi, pour être honnête, que j'ai pas mal de Kelly, qui est très superficielle, qui est un peu le personnage qui adore les comédies romantiques et qui vit sa vie un peu comme dans un film. Par contre, je pense que je suis beaucoup moins intense avec mes mecs, quand même. Oui, c'est fort possible. Mais c'est vrai que j'ai un peu de Kelly, j'avoue. Mais moi, toi, tu penses que t'as qui? Moi, j'avais fait déjà ton... Ah ouais, mon thème astral de The Office. Ah vas-y, tu penses que je suis qui? Alors, je pense que tu es un peu Stanley. Ah ouais. Je pense que tu es un peu Creed. Ah ouais. Donc Creed, pour ceux qui n'ont jamais regardé The Office, c'est le psychopathe de The Office. On ne sait même pas pourquoi il est là, c'est un scammer. Et je pense que t'es un peu Kelly aussi. Oui, je pense que je suis un peu Kelly aussi, mais de toute façon, Mindy Kaling, c'est un thème récurrent dans ma vie. Je m'identifie beaucoup à elle et à ses personnages. Mais honnêtement, moi, le personnage auquel je m'identifie le plus, c'est Dwight. Ah, c'est Dwight. Ouais, parce qu'il suit vachement les règles, il est hyper procédurier. Il prend son travail très à cœur. Et en même temps, il a une espèce d'admiration et de dévouement pour Michael que je trouve hyper touchant. Oh mon Dieu. Je sais pas, je m'identifie beaucoup à lui et à Angela aussi, parce que je pense que... À Angela? Parce Anaïs, qu'Angela... t'as une perception de toi-même qui est... Elle sourit jamais. C'est vraiment, pour moi, Angela, c'est une badass bitch, quoi. Et aussi un peu Meredith, celle qui est tout le temps bourrée. C'est vrai, et qui monte ses seins. Et qui monte ses seins au bureau parce qu'elle a trop bu, ouais, c'est ça. C'est un peu les trois thèmes chaotiques de ma personnalité. Je pense que t'es un peu Stanley, en vrai. Ah ouais, mais je vois pas trop pourquoi. Parce qu'il a un côté un peu aussi, un peu genre, un peu placide. Rien à foutre, quoi. Ouais. Stanley, c'est le personnage qui... il est comme ça. Ouais, voilà. Il en a rien à foutre d'être là, il en a rien à foutre de son taf, et il attend qu'une seule chose, c'est la retraite. Oui, c'est ça. Mais il est sympa. Mais il est très cool, et du coup, il regarde tout pareil, avec un peu un air supérieur, mais en même temps un peu amusé, quoi, en disant « Qu'est-ce que vous êtes con, quoi. » Ouais. Il est assez génial. Bon, si on a décidé de parler de The Office à l'occasion de son retour sur Netflix, parce que la série est quand même déjà disponible en France, c'est quand même parce que la série a une relation très forte avec Netflix. On l'a dit, c'est la série la plus regardée sur Netflix US, c'est-à-dire que c'est pas des séries originales, c'est même pas Friends, même si je crois que Friends fait aussi partie des très très gros scores de la plateforme. Mais en fait, les rediffusions, ou en tout cas les gens qui revisionnent The Office ad nauseam sur Netflix, c'est eux qui font les plus gros chiffres de la plateforme. Pour préparer ce podcast, j'ai écouté un podcast qui s'appelle The Office Deep Dive avec Brian Baumgartner. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Mais qui joue en fait Kevin dans The Office. Kevin, c'est un peu le personnage qui est complètement teubé en fait. Il est très marrant. Angela's cats are cute. So cute that you just want to eat them. But you can't eat cats. You can't eat cats, Kevin. Et Brian Baumgartner, donc, reçoit les membres du cast et reçoit les créateurs de la série et aussi les créateurs de la série UK. Donc, c'est hyper intéressant. Si vous êtes passionné par The Office, vous allez avoir toutes les infos dans ce podcast. Et dedans, il interviewe Steve Carell qui raconte carrément qu'il a vu le phénomène de The Office vraiment s'amplifier ces 2-3 dernières années grâce à Netflix et au fait que les très jeunes générations regardent beaucoup la série. Et quand il a emmené sa propre fille visiter les universités où elle allait peut-être aller, il y a eu tout un phénomène autour de lui où tout le monde le suivait. Et c'était pas pour sa carrière cinématographique qui a suivi, c'était vraiment pour la série. Et c'est parce que la série prend toujours plus d'ampleur grâce à Netflix.
Je sais pas toi, mais moi, c'est grâce à Netflix que j'ai bingé To The Office, que j'ai découvert la série pour la première fois, et la deuxième et la troisième. Enfin, c'était vraiment sur Netflix. Oui, moi, c'était à l'époque, elle était encore diffusée sur NBC, et je me souviens que dans mon dorm, j'étais aux États-Unis quand je l'ai découverte. Tous les jeudis soirs, quand elle était diffusée, tout le monde se retrouvait au dernier étage pour la regarder à la télé. Ah ouais. Et je m'étais dit, c'est quoi ce truc? Et après, j'avais eu Netflix et j'avais commencé à regarder. Donc, c'est vrai que je l'associe vachement. C'est mon premier binge, en fait, sur Netflix. C'était The Office. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand elle est sortie au début, elle n'avait pas du tout de succès. D'ailleurs, la première saison fait 6 épisodes parce qu'il n'y croyait pas du tout. Et c'est vraiment le moment où Steve Carell est devenu une star de ciné parce qu'il a fait 40 ans toujours puceau et il était aussi au même moment dans Anchorman. Enfin, il est devenu vraiment une star de la comédie où il y a eu beaucoup plus d'attention autour de la série. Et d'ailleurs, c'est aussi 40 ans de toujours puceau qui a un peu influencé le changement de direction qu'ils ont pris avec le personnage de Steve Carell qui est devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil. Puisque quand on regarde la première saison, il est quand même assez hard et il dit vraiment que des trucs horribles à ses employés. Pam, comme tu le sais, il va y avoir une réduction des effectifs et tu m'as vraiment rendu la vie tellement plus facile que je vais devoir te licencier la première. Mais pourquoi ? Pour vol. Je comprends pas. Depuis que je suis là, j'ai jamais rien volé. Pas même un trombone. Et vous me renvoyez ? Va vider ton bureau. Je suis désolé. Surprise! C'est une farce. On plaisantait. Tu vois pas? Ah ça, je dois dire qu'on t'a bien eu. Vous êtes un salaud! Et on voit que ses employés le vivent hyper mal. Alors qu'après, ils sont plutôt amusés par sa bêtise ou agacés, mais c'est moins violent que dans la première saison. Et en fait, c'est parce que 40 ans de toujours puceau est sorti 4 ou 5 mois après la première saison. Et Greg Daniels a vu que Steve Carell, ce qui faisait vraiment tout son charme, c'était de jouer quelqu'un qui est un peu ringard, mais qui est quand même très attachant, même quand il fout les pieds dans le plat. Et donc, en fait, ils ont décidé de changer un peu de direction, de s'éloigner de Ricky Gervais, qui veut absolument devenir célèbre, et de montrer que la motivation de Michael, malgré toutes ses maladresses, etc., c'était plutôt d'avoir une famille. Et que du coup, la manière dont il se comporte, très gênante avec ses employés, c'est parce qu'il veut développer un lien familial avec eux. Et ça fonctionne pas vraiment, en tout cas pas au début. Mais ça explique pourquoi il fait n'importe quoi et pourquoi il est aussi idiot dans ses rapports avec lui. L'autre chose qu'ils ont instauré à partir de la deuxième saison aussi, qui a participé au succès de la série, c'était ce qu'on appelle des cold open. C'est-à-dire que c'est une scène qui arrive avant le générique. Et en règle générale, dans The Office, c'est beaucoup des scènes de blagues que fait Jim contre Dwight. Donc c'est toujours des petits sketchs qui sont très drôles. Question. What kind of bear is best? Black bear. Well, that's debatable. There are basically two schools of thought. Fact. Bears eat beets. Oh. Bears beets Battlestar Galactica. Bears do not... What is going on? What are you doing? Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. Michael! Oh, that's funny. Michael! Et l'utilité de cette scène, Greg Daniels l'avait développée parce que la série arrivait en deuxième partie de soirée derrière une autre série dont j'ai oublié le nom, donc vraiment c'était pas... mais qui avait beaucoup plus de succès à l'époque. Et en fait, avant les pubs, ils mettaient le cold open pour accrocher les gens qui sinon allaient éteindre la télé pendant les pubs. Et donc ils ont commencé à mettre le cold open et qui apparaît à partir de la deuxième saison, je crois. Et c'est là où les gens ont commencé à regarder beaucoup plus la série aussi. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de la carrière cinématographique de Steve Carell. Ce qui fait que The Office est vraiment une série culte aujourd'hui, c'est aussi le fait que c'était quand même un énorme vivier de talent. Bon, Steve Carell, évidemment, maintenant, c'est un acteur qui est régulièrement nommé dans les conversations aux Oscars, etc. Il y a aussi eu Mindy Kaling, on en a parlé, qui ensuite est devenue une créatrice de séries télé à succès. John Krasinski, qui a fait A Quiet Place, qui est marié avec Emily Blunt. Pour moi, c'est ça son plus grand succès quand même. Et qui joue John Ryan. John Ryan sur Amazon Prime. Mais, enfin bon. Mais pour l'Amérique moyenne, c'est énorme. Hein. Oui, c'est vrai. Vraiment... Non, ses deux plus gros succès, vraiment, c'est d'avoir épousé Emily Blunt et de s'être fait pousser une barbe. C'est vrai. Qui lui va très très bien. Et qui est un peu le petit ami imaginaire de l'Amérique. Ouais. Mais quand on regarde, en fait, au fil des saisons, tous les gens qui sont passés par The Office, même sans avoir forcément des rôles récurrents, mais ou des rôles principaux. Mais Amy Adams. Amy Adams, il y a eu Rashida Jones, qui a joué pendant quand même pas mal de temps la
nouvelle petite amie de Jim, Karen. Il y a eu Ed Helms qui jouait Andy, qui est un peu devenu le nouveau manager. Insupportable. Voilà, insupportable, et qui était très connu pour son rôle dans Very Bad Trip. Il y a eu évidemment Ellie Kemper, qui ensuite est devenue très connue pour Unbreakable Kimmy Schmidt, et qui jouait... Elle joue la réceptionniste qui remplace Pam, je me souviens plus de son prénom, mais qui cherche aussi ses parents perdus. Enfin bon, je sais pas. Et qui est assez insupportable aussi. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on regarde maintenant les vieilles saisons, les vieux épisodes, il y a que des visages connus. Et il y en a pas mal dans le casting principal qui n'ont pas fait quoi que ce soit d'extraordinaire après. Par exemple, l'actrice qui joue Phyllis, qui a été dans Inside Out, ou vice-versa, de Pixar. Fact sur l'actrice qui joue Phyllis, à la base, ça n'est pas une actrice, c'était une des directrices de casting pour la série. Et en fait, ils ont basé le rôle sur elle parce qu'elle les faisait marrer. Et du coup, c'est pas du tout une actrice, mais elle est très bonne, elle est très marrante. Incroyable. Alors pourquoi ça marche tellement bien The Office même encore aujourd'hui? Parce que pour préparer cet épisode, moi je me suis mise à revoir des anciens épisodes et en fait je pensais en revoir 3, 4 et j'en ai vu genre 20. Pareil. C'est vraiment très difficile de s'arrêter quand on commence. Pourquoi c'est si addictif? Déjà, il y a l'humour, c'est très marrant, c'est bien écrit. C'était aussi un humour qui à l'époque était pas forcément très répandu. Ça a trouvé sa voix et son ton au bout de la 2e saison, on l'a dit. Il y a l'aspect un peu aussi, c'est une famille, il y a l'aspect attendrissant de tout ça qu'il y avait peut-être dans Friends. D'ailleurs, ils ont dit, les créateurs, Craig Daniels a dit que leur inspiration, et aussi Ricky Gervais d'ailleurs, l'inspiration c'était Cheers, une sitcom culte des années 80 qui se situait dans un lieu de travail aussi dans un bar. Et là, c'était aussi l'idée d'une famille dans cette entreprise. Oui, et en fait, c'est des personnes ordinaires, à la fois dans Cheers et dans The Office. Et moi, je trouve que c'est ça qui fonctionne vachement bien, c'est de voir des gens qui ressemblent à nos collègues, à notre famille, à des gens, mais parfaitement ordinaires, voire même médiocres, comme tu le disais au début. Et c'est ça qui les rend hyper attachants, c'est que tout ce qu'ils font, en fait, c'est vraiment ce que nous, on déteste dans la vraie vie, c'est la soirée du bureau d'Halloween, ou c'est les formations pourries, ou les réunions qui n'en finissent pas, c'est le collègue qui a une mauvaise haleine, ou le collègue qui arrive toujours à une heure bizarre et on comprend pas trop ce qu'il fait de sa vie. Enfin, c'est une série qui arrive à sublimer tout ce qui est banal dans le quotidien, mais là, à mettre un peu une lumière dessus et à dire, bah ouais, c'est banal, mais ça peut aussi être très beau, ça peut aussi être très drôle, ça peut aussi être très touchant. Et c'est ce qui nous touche au quotidien dans notre vie, c'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est pas des super-héroïnes, on mène des vies parfaitement banales et en même temps, bah, on adore nos vies et c'est pour ça qu'on adore The Office aussi, parce que ça nous rappelle un peu notre vie. Je sais pas si c'est parce que ça me rappelle ma vie à moi ou non, c'est vrai qu'il y a un truc d'identification avec les personnages, le fait que ce soit justement médiocre ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a aussi les deux personnages de Michael et Dwight au niveau de l'humour sont tellement bons. Ouais. Michael, il y a la tension entre le fait qu'il veut faire plaisir à tout le monde et être aimé de tout le monde, et du coup il a un langage à la fois hyper politiquement correct parfois, mais très maladroit, et en même temps où il va essayer aussi d'être le mec qui va faire des blagues hyper grasses, et donc ça rentre en conflit tout le temps. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a plein de moments très gênants, et puis juste Steve Carell a un timing comique absolument exceptionnel, mais Dwight, Dwight quoi. What is the most inspiring thing I ever said to you? Don't be an idiot. Changed my life. Whenever I'm about to do something, I think, would an idiot do that? And if they would, I do not do that thing. Rainn Wilson, qui est vraiment hilarant. Ouais. Et d'ailleurs, lui, c'est vrai qu'il a fait quelques trucs après, mais il est tellement associé à Dwight Schrute que je pense que ça doit être très difficile de faire quoi que ce soit d'autre, ou d'avoir un grand rôle après un rôle comme celui-ci, parce que il est juste, et puis il a la tête de l'emploi, franchement. Ah oui, mais il est tellement marrant que même dans les derniers épisodes, parce qu'on a revu la fin, pour moi, je l'ai vu pour la première fois, en fait, je l'avais jamais vu. Et j'ai trouvé ça assez médiocre, mais les moments où il y a Dwight me faisaient quand même rire, quoi, parce qu'il a vraiment un talent et une tête incroyable. Comment tu décrirais Dwight, si tu devais le décrire? Alors, on va essayer d'oublier du coup que j'ai dit au début de l'épisode que j'étais Dwight. En fait, Dwight, c'est l'employé qui est hyper pointilleux, qui est hyper chiant, qui saoule tout le monde parce qu'il est très procédurier. Donc, par exemple, dans le tout premier épisode, je crois, il délimite la frontière de son bureau et du bureau de Jim avec des crayons et des règles parce qu'il supporte pas que les papiers de Jim dépassent de 1 mm. Il dit, j'arrive pas à me concentrer. Il est tout le temps à rappeler, en fait, ce qui figure dans le règlement. Il se porte toujours volontaire dès que Michael dit, j'ai besoin que
que quelqu'un vienne m'aider ou quoi que ce soit, il se rue vers Michael en disant « moi, je veux le faire ». Et même Michael dit « non, pas toi, en fait. Enfin, tout le monde sauf toi ». Il fait tout le temps de l'excès de zèle. Et en même temps, c'est quelqu'un de très froid, qui fait un peu nazi sur les bords. Enfin, en tout cas, qui a des petites tendances germanophiles, on va dire. Et puis, il faut dire qu'il vient d'une ferme de betteraves du milieu de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie est un peu connue pour ses zones rurales vraiment très reculées, où il y a des Amish. Et en fait, lui, tous ses cousins sont Amish. Ils ont tous des barbes, des colliers de barbe, un peu à la Robert Hue. Et il a un côté complètement à l'ouest par rapport à ça. Il est aussi pour le port d'armes et la défense tout seul de son territoire. Il a un côté un peu absurde. Dwight aurait voté Trump. Je pense même pas que Dwight vote, en fait. Mais je pense qu'il est avec Trump dans son âme, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Dwight, c'est un peu le proto Ron Swanson de l'extrême méchant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... pas attirant du tout. Non, voilà. Et qui a vraiment aucune douceur en lui. Enfin, après, on le voit, il devient attachant. Mais à la base, c'est vraiment quelqu'un d'assez détestable. Et d'ailleurs, c'est un peu souvent l'antagoniste principal des épisodes. C'est-à-dire que souvent, les autres sont un peu ligués contre lui. Tu l'as dit, Jim essaye tout le temps de le déstabiliser en lui faisant des blagues et des farces qui sont vraiment, pour moi, les moments les plus hilarants de la série. Mais voilà, Dwight, c'est vraiment le gros coincé du cul, qui d'ailleurs finira en couple avec Angela, la grosse coincée du cul. Je les aime tellement tous les deux. Et physiquement, il est assez remarquable aussi. Rainn Wilson s'est inspiré du personnage donc dans la version britannique, je me souviens plus de son nom dans la version britannique, mais qui avait une coupe au bol horrible. Et il avait vraiment un visage, mais tout en longueur et très pâle. émacié. Ouais, horrible. Et il s'est inspiré de ce personnage en se disant, il me faut une coupe de cheveux horrible et qu'est-ce qui serait le pire chez moi ? Et comme il a un très grand front, il s'est fait une raie au milieu avec des espèces de petites boucles qui partent de chaque côté et tout est marron un peu chez lui, enfin un peu. Il a tout le temps les mêmes fringues. Il a des sont genre marron et kaki. Ouais, voilà, un peu pas très propre. Et il a des espèces de grosses lunettes qui sont devenues très à la mode après chez les hipsters, mais qui à la base de ne l'étaient pédophile pas. un peu quoi. Ouais, un peu. Moi, dans le final, que pareil, j'ai découvert aussi pour cet épisode parce que j'étais jamais allée jusqu'au bout parce que les 2 dernières saisons sont pas très bonnes de The Office parce que Michael n'est plus là. Le moment qui m'a le plus fait rire, je pense, c'est comme toi, c'est le moment avec la stripteaseuse qui vient parce que il s'apprête à se marier et donc Jim lui a commandé une stripteaseuse et en fait elle dit Alors, dites-moi les garçons, à qui je dois servir le plat du chef ? Et en fait lui il est tellement premier degré qu'il arrête pas de lui dire mais vous allez nous présenter les spécialités du jour alors on va vous prendre un oignon farci et en fait elle est en train de se dandiner autour de lui et il ne comprend pas que c'est une stripteaseuse et pas une serveuse. Ça a l'air tentant votre plat du chef. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quoi, un test ? Votre doigt a trempé dedans, il a le goût du plat ? Ça a un goût de cigarette. J'aime pas ça. Alors pas du tout. Et en fait, c'est ça qui fait toute la beauté de Dwight, c'est qu'il est premier degré à l'extrême tout le temps. Et l'autre plus gros atout de la série, évidemment, c'est le couple Pam et Jim. C'est un des plus grands Will Day One Day. Donc, si vous nous suivez depuis longtemps, c'est Will Day One Day, c'est la tension amoureuse et sexuelle entre 2 personnages qui dure sur plusieurs saisons où on se demande s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Et vraiment, c'est l'un des plus remarquables de ces 20 dernières années à la télé, très clairement. Ça dure 3-4 saisons où on ne sait pas s'ils vont se mettre ensemble. Après, ce qui est remarquable, c'est qu'une fois qu'ils se mettent ensemble, quand même, la série tient aussi et... Ouais. Il y a moins cet aspect plaisant qu'il y avait, parce que moi, enfin, les 3 premières saisons, je les ai dévorées à cause de ça, quoi. Je n'attendais qu'une chose, c'est qu'ils se mettent ensemble. Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'écoutais dans le podcast, ce qui a fait que Greg Daniels a eu le job d'adapter la série aux États-Unis, c'est quand il a dit à Ricky Gervais, c'est le seul à avoir dit ça, il a dit, c'est une histoire d'amour. Et Ricky Gervais a dit que tous les scénaristes qui lui avaient parlé, aucun n'avait mentionné ça à part lui. Et c'est là où il s'est dit, il a compris, en fait, l'essence de la série, que c'est une histoire d'amour. Et on le voit même dans le premier épisode, une des seules choses qui change par rapport à la version britannique, c'est qu'ils insistent un peu plus sur la relation entre Pam et Jim et sur le flirt entre les deux. Donc on comprend tout de suite dès la le tension. départ, il y a un énorme triangle amoureux parce qu'elle est fiancée au début de la série à un mec qui est un gros connard. Et elle est assez indifférente alors que Jim est complètement gaga d'elle et ça le rend très très attendrissant quand même. Ouais, complètement. Moi j'étais folle de Jim quand j'ai regardé la série pour la première fois et ça explique aussi le succès encore aujourd'hui de John Krasinski qui perdure un peu comme ce petit ami imaginaire de l'Amérique parce que il a joué cette espèce de
prétendant parfait et hyper touchant à l'écran. Et d'ailleurs, je pense que la longueur de The Office US, qui est très différente de la longueur de The Office UK, puisque The Office UK, il y a 12 épisodes, et US, il y a 9 saisons de 25, voire plus, d'épisodes. Mais justement, ça leur a permis de vraiment développer un Will They, Won't They beaucoup plus fort, en fait. Et c'est pour ça que Jim et Pam sont vraiment iconiques, contrairement à Don et je sais même plus comment il s'appelle. Tim. Dans la version UK, qui, pour le coup, la série est beaucoup plus courte. Mais c'est vrai que Jim... c'était vraiment le petit copain idéal. Et en même temps, c'est marrant parce que maintenant, il y a un peu une relecture du personnage qui dit qu'en fait, non, c'était un connard. Oui, on adore faire des relectures de personnages sur Internet et sur Twitter. C'est comme Ross. Ross, voilà, c'est ça. Le truc de Jim, c'est qu'on lui reproche beaucoup. Et c'est vrai qu'en revoyant la série, après, c'est toujours très drôle, mais il peut être très cruel envers Dwight. Dwight a vraiment un côté déconnecté de la réalité où tu sens que ça vient de quelque chose d'autre. C'est pas volontaire, en fait. Et parfois, voir l'acharnement de Jim qui est tout le temps en train de faire des blagues aux dépens de Dwight, des blagues très drôles, et on comprend parce que si on devait être dans un bureau avec Dwight, ce serait insupportable. Mais en même temps, il y a des moments où on se dit qu'il va un peu loin. Ouais, et puis que du coup, il est malveillant, c'est-à-dire que Jim arrive avec l'intention de se moquer de Dwight, alors que Dwight, souvent, il fait des choses qui sont pas malveillantes, qui sont agaçantes, mais qui sont pas forcément mal intentionnées. Il se dit pas, je vais être cruel avec Jim. Après, il est cruel, mais c'est parce que c'est sa nature. Ouais, c'est ça. Alors que Jim, c'est vraiment, il arrive le matin en se disant comment je peux être cruel avec Dwight. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a acheté une maison à Pam sans lui demander la permission avant. Moi, après, si on veut m'acheter une maison, il faudrait qu'elle soit plus belle que la leur. Mais... Ouais, mais c'est ça. Imagine si la maison, elle te plaît pas ou qu'elle est pas dans le quartier que tu voulais. Enfin, t'as rien choisi, le mec il a tout fait à ta place. Mais bon voilà, il y a une petite relecture de Jim qui dit qu'en fait c'est un connard, mais c'est vrai que c'est un couple qui reste iconique aujourd'hui. Et franchement, j'ai revu récemment une vidéo de leurs meilleurs moments à Jim et Pam et j'ai pleuré. Donc, je le confesse. Et c'est vrai que par exemple l'épisode de leur mariage, spoiler alert, désolé, reste un des épisodes les plus populaires de The Office. C'est vraiment, il est tout le temps cité comme un des meilleurs, et c'est vrai qu'il est à la fois très drôle, très touchant quand on découvre qu'en fait ils se sont mariés tous les deux aux chutes du Niagara parce que ils savaient que leur mariage allait être ruiné par leurs collègues qui avaient prévu un lip dub ou je sais pas quoi. C'est vraiment, leur relation est super. C'est quoi ton épisode préféré de The Office ? Pour moi, vraiment, le meilleur épisode, c'est The Dinner, la soirée dînatoire en VF. C'est un épisode de la saison 4. Et c'est parfait du début à la fin. C'est devenu culte. Il y a eu même des articles qui ont été écrits sur l'histoire de cet épisode et la façon dont il a été écrit. Le pitch, c'est que Michael réussit à piéger Jim et Pam pour qu'ils viennent manger chez lui. Il vit avec Jan, qui était sa boss avant, qui est complètement frappadingue. Qui est horrible. Et qui le persécute. Honnêtement, il est dans une relation complètement abusive et toxique. Et en fait, donc Jim et Pam arrivent chez lui. Et il y a aussi Angela et Andy qui sont invités. Et Dwight et je sais pas si c'est sa cousine qui s'invite. C'est genre, il dit, c'est purement charnel entre nous. Oui, mais c'est sa meuf, mais je suis sûre qu'ils ont un lien de parenté aussi. Non, c'est très très drôle parce que c'est hyper gênant, mais vraiment c'est un sommet de cringe pour le coup. Et à un moment, il y a Michael qui leur fait visiter la maison et il montre un espèce de petite banquette au pied du lit et il dit que c'est là que lui dort parce que Jan a besoin d'espace dans son lit. C'est vraiment une surenchère de moments gênants. Il montre son écran plasma qui fait 3 cm carrés et il dit je reste debout devant pendant des heures à 5 cm de distance parce que le truc vraiment ça fait la taille d'un iPhone. C'est hilarant, mais vraiment. Ouais, c'est vraiment... Cet épisode est tellement drôle. C'est un grand moment. Je le regarde assez souvent. Ouais, il est vraiment très drôle. Et dedans, il y a une réplique qui nous fait particulièrement rire, qui est devenue culte, où en fait, Michael dit qu'ils finissent toujours par faire ce que Jan veut qu'il fasse, que lui ne décide jamais de rien dans la relation. Et notamment, il lui dit, quand j'ai voulu aller voir telle comédie musicale à Broadway, finalement, on a vu celle que toi, tu voulais voir. Quand t'as dit que tu voulais pas d'enfant, je me suis fait faire une vasectomie. Quand t'as dit que finalement t'en voulais... j'ai inversé la vasectomie. Voilà, et quand t'as dit que finalement, non, vraiment, tu voulais pas d'enfant, j'en ai refait une. Snip, snap, snip, snap. You've no idea the physical toll the 3 vasectomies have on a person. C'est vraiment très, très drôle et c'est un des sommets de la série, je pense. Oui. Et vraiment, dans la série, en fait, il y a énormément de répliques cultes. Je pense que le plus culte que maintenant tout le monde dit, sans vraiment se rendre compte que The Office a beaucoup joué dans la popularisation, voilà, c'est That's What She Said. Qui est en fait justement à chaque fois qu'on entend un peu un sous-entendu sexuel, ou enfin même pas un sous-entendu, mais une tournure de phrase qui pourrait sonner comme un sous-entendu sexuel, on répond That's what she said, c'est ce qu'elle a dit.
C'est vrai que moi, à l'époque où j'ai découvert The Office, je disais ça tout le temps. J'habitais aux États-Unis et vraiment, je disais That's what she said, mais 28 000 fois par jour. Mais c'est tellement drôle. Je le dis encore, hein, franchement, je sais que c'est hyper problématique, mais... Non, surtout, c'est un peu nul, mais c'est marrant, c'est vrai. Ouais, c'est mais bien franchement, trouvé, c'est drôle. Pointer la sexualisation de toutes les phrases tout le temps, c'est très, très drôle. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres répliques, toi, que tu utilises dans la vie de tous les jours ou pas du tout? Pas que je me souvienne, non. Toi, il y en a? Ouais, bah moi, celle que j'utilise tout le temps, c'est First of all, how dare you de Kelly. Ah oui, c'est vrai. Second of all, how dare you. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages. Je la trouve très, Donc, très la drôle. traduction, c'est premièrement, comment oses-tu? Et deuxièmement, comment oses-tu? Dans mes épisodes préférés, moi, il y en a un qui est aussi très souvent cité, qui est celui où Michael se brûle le pied sur son barbecue, qui met au pied de son lit pour se faire griller du bacon le matin et se réveiller avec l'odeur du bacon. Et en fait, un matin, il se réveille et il pose le pied sur son barbecue qui est chaud. Et en fait, pendant tout l'épisode, donc Dwight court à sa rescousse tellement vite qu'il est dans un accident de voiture, il a une commotion cérébrale, ce qui fait qu'il est gentil pendant tout l'épisode, ce qui lui arrive jamais. Et c'est comme ça qu'ils comprennent qu'il faut l'amener à l'hôpital. Et Michael est un gros bébé parce qu'il s'est brûlé. Il a 3 pauvres petites marques sur son pied de brûlure. Et il boite toute la journée et il s'est emballé le pied dans du cellophane. Enfin bref, c'est très, 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 très drôle. Et c'est vraiment un des épisodes qui est le plus souvent cité aussi comme parmi les plus marrants. Et d'ailleurs, il a été écrit par Mindy Kaling qui joue Kelly. Pour finir l'épisode, on s'est dit qu'on allait jouer à un petit jeu, comme on a l'habitude de le faire de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans The Office et qui sont tous, comme tu l'as dit, un peu cons et fous. Qui tu choisirais si tu devais constituer un gouvernement, là, à l'heure actuelle, dans les personnages de The Office? Bah écoute, si c'était le gouvernement idéal, personne, mais vu le gouvernement qu'on a, je pense qu'il y a peut-être une amélioration. Je prendrais Dwight. Ah ouais, premier choix, Dwight. Non, mais j'y vais à fond, il faut tout détruire en fait. C'est clair. Dwight, on le met au ministère de l'Agriculture. Je vais pas le mettre au Commissariat ministère... au plan. Non, je vais pas le mettre au ministère de l'Intérieur. Qui c'est que je mettrais en premier ministre? Moi, Kevin. je pense que vraiment à Kevin. Non mais t'as pas du tout réfléchi à la. Et toi, tu mets qui dans le gouvernement? Moi, je pense que en premier, je choisis soit Oscar, qui est quand même une des rares personnes sérieuses de ce bureau, Oui, qui, vrai. à mon avis, serait le seul à faire le taf. Je pense que Pam, elle serait très efficace aussi. Pam serait très efficace, mais en fait, Pam, j'ai tendance à toujours l'oublier parce qu'elle est un peu boring. Ouais, chiante. Ouais. Et les autres sont beaucoup plus divertissants, et je pense que c'est peut-être pas très populaire comme décision, mais j'adore Toby. Ah bah si, mais Toby, il est adorable. Ouais, c'est voilà. le pauvre. Toby, c'est le Jerry de Parks and Rec, en fait, dans The Office, c'est-à-dire que Michael le persécute en permanence. Sans aucune explication. Voilà, on comprend pas pourquoi, parce que c'est le mec le plus gentil du monde, c'est le mec qui fait les ressources humaines en plus, qui est généralement pas un rôle très appréciable, mais là, il le fait très très bien, et en fait, c'est quelqu'un de très mou. De très très mou et de très doux. Moi, je l'adore et c'est un des scénaristes originels en fait de la série qui le joue, Paul Lieberstein. Alors, fun fact, méga fun fact. Son frère était marié avec celle qui joue Angela pendant une dizaine d'années et sa sœur est mariée avec Greg Daniels, le créateur de la série. Wow. Donc, ils sont tous interconnectés. Très consanguins. Voilà. Mais ouais, j'adore Toby et bah, c'est le mec des RH et franchement, il s'en sort pas trop mal, donc je le mettrai clairement dans mon gouvernement. Et après, je pense que on a besoin d'un Stanley ou d'une Kelly pour... Diversifier. Ouais, non. Non, je sais pas du tout. ce que tu essaies de dire. Non, je pense qu'on a besoin de quelqu'un d'un peu fun, qui fait pas forcément bien son travail, genre Stanley. Bon, il fait pas mal son travail, mais clairement, il lit le journal toute la journée au bureau, donc il en a rien à foutre. Mais je pense qu'il peut te donner un bon sens de la perspective, tu vois. Genre, quand t'es sur le point d'aller à France Inter pour dire une grosse connerie, dire « Non, le fais pas ». Ouais, je sais pas. Je sais pas si ce serait très efficace quand même. Ouais, mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui soit un peu inefficace, mais qui nous rappelle un peu à la réalité de temps en temps. Et je pense que Stanley fait très bien ça. C'est vrai. Et Kelly pour que tout le monde soit bien habillé. Elle serait clairement ministre de la mode. Ouais, ok. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Piquistes d'être toujours aussi fidèles. On est très contente d'être de retour. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. C'est très important et on adore les lire. Merci. Salut.